Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet lourd, complexe, la traite arabo-musulmane. Oui, bonjour. On va s'appuyer pour ça sur une source vidéo particulière, 1400 ans d'esclavage au nom de l'islam. Est-ce qu'elle présente? C'est ça. On va examiner les infos, les arguments de cette vidéo, les historiens qu'elle cite, comme Salah Trabelsi, Tidiane Ndiaye, Mhm. les textes islamiques aussi, des extraits de documentaires qu'elle utilise. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Exactement. Comprendre ce que cette source dit sur l'ampleur, la durée, la nature de cette traite. Et puis, pourquoi elle serait moins connue, enfin selon cette vidéo. Voilà. Moins connue ou traitée différemment que la traite transatlantique. C'est un point central de la source. Et d'entrée, la vidéo marque un contraste, hein. D'un côté, la traite transatlantique, condamnée quasi unanimement. Et de l'autre, pour la traite arabo-musulmane, la source parle de silence, de justification, ou en tout cas de nuance. C'est ça. Et elle balance des chiffres impressionnants. 15 à 17 millions de déportés 15 à 17 millions? sur une période énorme, du 7e au 20e siècle, 14 siècles. 14 siècles. Quand on compare aux 4 siècles de la traite transatlantique, c'est vertigineux. La source critique même une carte attribuée à l'UNESCO qui, d'après son analyse, minimiserait cette traite. Des pointillés, quoi. Ah oui, Et elle cite l'historien Salah Trabelsi, présenté comme un spécialiste, qui déplorerait une méconnaissance générale du sujet. y compris dans les milieux universitaires, c'est ça? Où circulerait cette idée que... Que les esclaves en terre d'islam étaient plutôt bien traités, comme des membres de la famille, l'expression revient souvent. Justement. Et ça, c'est un point que la source attaque de front, cette idée d'un esclavage doux. Absolument. Pour démonter ça, elle va chercher dans les textes fondateurs de l'islam. Les hadiths, notamment. Ces paroles et actes attribués au prophète Mohammed. Exactement. La vidéo cite plusieurs hadiths et les interprète comme une forme de validation, voire de caution de l'esclavage par le prophète. Par exemple, Il y a ce hadith présenté, où un esclave fugitif, ses prières ne seraient plus acceptées, il mourrait mécréant. On cite même un compagnon, Jarir, qui aurait égorgé son esclave fugitif sans condamnation rapportée du prophète. c'est assez direct comme exemple. Oui. Et un autre passage rapporté, le prophète aurait échangé un esclave contre 2 autres esclaves noirs. Un échange. Et selon la source, suite à ça, il aurait systématiquement vérifié le statut libre ou esclave avant d'accepter l'allégeance de quelqu'un. Donc la conclusion de la source, c'est que le prophète aurait non seulement possédé des esclaves, mais en aurait aussi fait le commerce. C'est l'interprétation qui est présentée, oui. Et ça ne s'arrête pas au hadith. Le Coran est aussi examiné. La sourate An-Nisa, c'est ça? C'est ça, le verset 4.3. Il autorise jusqu'à 4 femmes, mais la source insiste sur la suite, souvent moins citée selon elle, ou des esclaves que vous possédez. Milk Amin. Exactement. Littéralement, ce que possède votre main droite. La vidéo interprète ça comme désignant les femmes esclaves avec qui les relations sexuelles seraient permises hors mariage. Les considérant comme une propriété en somme. Voilà, une possession matérielle. Pour appuyer ça, la source donne un exemple concret. Lequel? Celui de Maria al-Qibtia, Marie la Copte, présentée comme une esclave offerte au prophète. D'accord. Il aurait eu un enfant avec elle, Ibrahim, mais, et la source insiste là-dessus, sans jamais l'épouser ni l'affranchir de son vivant. Donc pour l'auteur de la vidéo, ça confirme le statut de possession de Milk Yamin? Pas vraiment un membre de la famille. C'est l'argument avancé. Pour contraster avec l'idée d'un traitement familial ou salarial. Bon, au-delà de ces interprétations des textes, la source décrit une réalité sur le terrain qui serait extrêmement brutale. Ah oui, absolument. La vidéo détaille les routes de la traite, transsaharienne, orientale, Mhm. et elle insiste sur les taux de mortalité pendant le transport. Des chiffres effroyables sont avancés. Quel genre de chiffre? On parle de 20 à 30%, voire jusqu'à 50% selon certaines estimations présentées. C'est énorme. La moitié des personnes qui ne survivraient pas au voyage. C'est ça. Et la source mentionne aussi ces récits d'explorateurs européens qui auraient vu des pistes dans le désert jalonnées de squelettes, des images assez terribles. Et est-ce qu'il y a des pratiques spécifiques qui sont mises en avant comme étant particulièrement cruelles? Oui, la source insiste beaucoup sur la castration. La castration des hommes? Oui, des esclaves masculins,
pour en faire des eunuques, gardiens de harem, fonctionnaires, serviteurs. L'opération elle-même, selon la vidéo, entraînait une mortalité massive. Ah oui, À quel point? entre 70 et 80% de mortalité, selon les chiffres présentés, ce qui expliquerait pourquoi les eunuques coûtaient si cher sur les marchés. 70 à 80%. C'est presque systématiquement fatal. Et ces marchés, la source les situe au Caire, à Bagdad, Istanbul, la Mecque, Tombouctou. Des grands centres. D'accord. Et comment la source replace ça dans l'histoire? Est-ce que c'est présenté comme quelque chose de spécifiquement arabo-musulman? Non, non, la source rappelle bien que l'esclavage existait bien avant l'islam. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Bien sûr. Elle souligne quand même une différence, par exemple avec Rome, où l'esclavage n'était pas principalement basé sur la race, c'était plus lié au statut, à la guerre, gaulois, germains, grecs. D'accord. Et au début de l'expansion musulmane, selon la vidéo, les esclaves venaient aussi d'un peu partout, y compris d'Europe de l'Est, les Slaves. D'où viendrait le mot esclave d'ailleurs, c'est une étymologie souvent citée. Mais ensuite, il y a eu un changement. Un basculement, comme le dit la source, c'est ça. Elle s'appuie ici sur l'analyse de Tidiane Diaye. D'accord. Selon cette thèse, telle que présentée, l'émergence d'États européens plus forts militairement et l'arrêt de l'expansion islamique en Europe, ça aurait conduit les réseaux esclavagistes du monde musulman à se tourner bien massivement vers l'Afrique subsaharienne. C'est là que l'approvisionnement principal se serait fait en quelque sorte. Voilà, et c'est là que la source aborde un point très sensible. Elle affirme que des justifications idéologiques, voire raciales, auraient été développées. Pour légitimer cette focalisation sur l'Afrique. Exactement. C'est une affirmation assez forte du document. Il soutient que des penseurs arabo-musulmans auraient élaboré des théories raciales bien avant les anthropologues européens du 19e siècle. Ah bon? Et elle donne des exemples? Oui, l'exemple le plus frappant cité, c'est Ibn Khaldoun, grand érudit du 14e siècle. Ibn Khaldoun, oui. La source lui attribue un passage, il faudrait vérifier l'exactitude et le contexte bien sûr, mais un passage où il décrirait les Noirs comme adaptés à l'esclavage. Adapté. Oui, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal, c'est la citation présentée. C'est Extrêmement dur comme propos, attribué, très. et l'interprétation de la source, c'est que c'était une forme de propagande pour déshumaniser, pour justifier les violences de la traite, faciliter son acceptation, quoi. Et la source va plus loin, elle dit que cet héritage, cette pensée, aurait des conséquences encore aujourd'hui. C'est ce qu'elle avance, oui. Elle suggère qu'un certain racisme anti-noir persisterait au Maghreb, au Moyen-Orient, et que ça pourrait être une des racines. Elle illustre ça. Oui, avec le cas de Miss Algérie Boïl 19, Khadija Benamou. Originaire du sud algérien, elle aurait subi des attaques racistes sur les réseaux sociaux à cause de sa couleur de peau. Et la source fait aussi une comparaison peut-être audacieuse entre le traitement des migrants subsahariens en Afrique du Nord, elle cite l'Algérie, et leur accueil en Europe, suggérant parfois un traitement plus dur au sud de la Méditerranée. D'accord. Tout ça nous ramène à cette question du silence ou du deux poids, deux mesures que la source dénonçait au début. Exactement. La vidéo reprend une thèse attribuée là encore à Tidiane Nanjai d'un possible syndrome de Stockholm Le syndrome de Stockholm. chez les populations musulmanes africaines. C'est l'idée présentée. Pour rappel, c'est ce phénomène où des otages peuvent développer de la sympathie pour leurs ravisseurs. Appliqué ici, ça suggérait que la solidarité religieuse, le fait de partager la même foi, freinerait la dénonciation de cette traite arabo-musulmane. Et du coup, les reproches se concentreraient plutôt sur l'Occident et la traite transatlantique. C'est l'analyse proposée par la source, oui. Une focalisation mémorielle différente. Donc, l'argument central de la source, si je résume, c'est que critiquer cette traite, ça reviendrait, pour certains, à critiquer l'islam lui-même. C'est exactement ça, l'argument massu si on veut, puisque les textes fondateurs, selon l'interprétation de la source, n'interdisent pas clairement l'esclavage. Contrairement au porc, à l'alcool, à l'adultère, l'azina. Voilà. Et puisque le prophète lui-même, selon les hadiths cités, aurait possédé, échangé, eu des relations avec des esclaves, dénoncer ça reviendrait à critiquer les fondements religieux, les figures sacrées. D'où le silence ou la gêne allégée. Et la source met ça en opposition avec l'Occident. Oui, elle oppose cette absence allégée d'abolition formelle dans les textes, par une autorité religieuse islamique reconnue, aux abolitions légales en Occident. France 1848, Royaume-Uni 1833, États-Unis 1865. C'est ça, elle cite ces dates. Et elle mentionne l'abolition en Arabie Saoudite en 1962. Tardive, donc. Présentée comme tardive, oui. Et sous pression internationale. 30 000 esclaves affranchis à ce moment-là, selon la source.
qui mentionne aussi la persistance allégée de formes modernes d'esclavage, au Qatar ou en Libye post-Kadhafi, avec des marchés aux esclaves qui seraient réapparus. Ce qui est assez paradoxal, si on suit la logique de la source, c'est à qui elle attribue la fin de cette traite à grande échelle. Oui, c'est un des points les plus surprenants, peut-être, de l'argumentaire vidéo. Elle affirme que c'est la colonisation européenne. La colonisation. Oui, française et britannique surtout, qui aurait mis fin, de fait, à la traite arabo-musulmane en Afrique. Comment ça? Elle cite par exemple les villages de liberté créés par le colonel français Archinard au Soudan français, l'actuel Mali, des villages pour accueillir les esclaves en fuite ou libérés lors des conquêtes. D'accord. Et elle avance aussi comme preuve l'existence de photos et même de films de la fin 19e, début 20e. Pris par des Occidentaux? Oui, montrant des marchés aux esclaves, du travail forcé, à Zanzibar par exemple. Preuve, selon la source, que ça continuait jusqu'à l'époque coloniale et que ce sont les puissances coloniales qui ont mis un terme. C'est un paradoxe historique fort qui est souligné. La source se termine sur une note assez interpellante, non? Elle essaie de chiffrer le coût humain total. Oui, elle tente une estimation globale. Aux 17 millions de déportés, elle ajoute une estimation des morts pendant les captures, les razzias. Comment elle calcule ça? Sur la base d'un ratio supposé 3 à 4 morts pour chaque personne capturée vivante. Ce qui donnerait, attention, ce sont des estimations, 51 à 68 millions de morts supplémentaires. C'est gigantesque, Bien sûr, ce sont des estimations, comme vous dites, à prendre avec précaution. évidemment, mais ça vise à marquer l'ampleur du drame humain décrit par la source. Et la conclusion, c'est une nouvelle fois sur la différence de traitement mémoriel. Exactement. La vidéo oppose ce qu'elle voit comme une absence de reconnaissance, d'excuses, de commémoration officielle du côté des nations arabes et musulmanes pour cette traite. Aux démarches mémorielles, même si elles sont débattues, qui existent en Occident pour la traite transatlantique. C'est ça. Et le message final de la source, c'est une sorte d'exhortation. Aux populations africaines. De demander des comptes. Oui, de demander des comptes aux nations arabes avec la même vigueur, disons, que celle employée envers les nations occidentales, selon l'analyse de la source. Bon, si on essaye de synthétiser les points clés qu'on a vus dans cette source, il y a l'ampleur et la durée alléguées, énormes. L'interprétation des textes islamiques, qui, selon elle, autorisent ou justifient l'esclavage. Les pratiques brutales comme la castration. L'idée controversée de théorie raciale précoce chez des penseurs comme Ibn Khaldoun. Tout à fait. Et puis, ce paradoxe de la fin de la traite attribuée à la colonisation. L'analyse du silence contemporain, lié potentiellement à la solidarité religieuse. Et ce contraste permanent entre l'absence d'abolition religieuse formelle et les abolitions légales occidentales. C'est bien ça. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale qui découle directement des arguments de la source. Non. Si on prend au sérieux cette insistance sur l'absence d'abolition formelle dans les textes et le rôle attribué à la colonisation pour y mettre fin, quelle réflexion ça peut bien nous inspirer sur ces liens complexes entre l'histoire, la religion, la mémoire qui choisit parfois ses objets, et la responsabilité collective. Oui. Comment interpréter ce silence ou cette focalisation différente de la mémoire que décrit la source, surtout face à cet héritage possible des idées raciales qu'elle attribue à Ibn Khaldoun? Voilà. C'est une matière à réflexion qui dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui, je crois.